Haine en ligne, Infox, qui doit intervenir? Deux exemples récents. Hold Up, ce pseudo-documentaire, et l'appel au meurtre de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie sur les réseaux sociaux, ont mis en exergue très récemment cette problématique. Quelle est la situation précisément à ce jour? Comment la haine se distille-t-elle? Les infox sont-elles, par qui les infox sont-elles produites? Qui les partage? Après un état des lieux avec nos intervenants, aujourd'hui, on va tenter de voir surtout comment les juguler, ou au moins les réguler, si c'est possible, par la loi, par de nouvelles structures telles que celle que pilote l'un de nos intervenants aujourd'hui, par une responsabilisation plus directe des plateformes qui ont aujourd'hui une grande responsabilité. On va en débattre avec nos intervenants, et vous aussi, de l'autre côté de l'écran, les questions sont possibles. N'hésitez pas, si vous voulez interpeller, réagir, commenter. Vous connectez, on distillera vos questions. Je vous présente nos invités du jour. Bonjour à tous les quatre. Divina Fromex, professeure à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias et surtout présidente de l'ONG Savoir Devenir. Bonjour. Rudi Reichstadt, fondateur du site conspiracywatch.info. Bonjour. Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. Bonjour. Bonjour. Et en visio, David Lacomblède, qui lui est le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour. On va commencer par un petit état des lieux, enfin petit. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer déjà de faire une cartographie de la haine en ligne, de la façon dont elle se distille, de qui la propage, et puis des infox. Alors, en 2018, en préparant cette table ronde, j'ai retrouvé un sondage qui disait que 53% des Français disaient avoir été victimes dans leur quotidien, et surtout sur les réseaux sociaux, évidemment, de propos haineux. Qu'en est-il aujourd'hui, Divina Fromex? Quelle est la situation? Eh bien, la situation ne s'améliore pas. Je vous fais un scoop. Si on regarde les données, je vous ai pris quelques données, pas au hasard, mais on n'en a pas assez malheureusement. Il y a en ce moment une ANR défense qui est en cours, mais qui n'a pas encore les données sur l'extrême droite en France. Mais vous voyez bien que si on prend Netino, par exemple, on est sur une progression. Tant sur les discours donc, agressifs, insultes entre internautes, et quand on voit qui est attaqué, la classe politique, ce qui est quand même grave en démocratie, ça montre un manque de confiance, des personnalités politiques, hors politique, pardon, et puis les journalistes. Voilà, donc on est vraiment dans toutes les institutions, disons, qui permettent de réguler une démocratie, qui sont soumises à ce discours de haine. Si on regarde, pour anticiper un peu les débats, ce que dit l'Observatoire européen du discours de haine, donc qui existe depuis 5 ans quand même, ce qui est intéressant parce qu'il régule les plateformes. On voit que par rapport à l'année dernière, 4 fois plus de croissance en termes de notification du discours de haine. Et là, on voit les thématiques, non plus les personnalités agressées. Orientation sexuelle. Alors je parle, là, ça parle de toute l'Europe. C'est pas que la France. Oui, c'est pas franco-français. Mais c'est bien parce que, comme vous le savez, tout ça avec Internet, c'est transfrontière et c'est transmédia. Donc il faut tenir compte de ce qui arrive de l'extérieur et de l'étranger, parce que ça, je pense que ça aggrave le phénomène. Donc l'orientation sexuelle, la xénophobie, donc le discours de haine contre les migrants notamment. La haine anti-musulman qu'on a gardée à part à cause de tout ce qui arrive en ce moment avec le salafisme, l'extrémisme musulman, et puis tout ce qui relève de l'appartenance ethnique. Voilà, alors je vais vous donner maintenant en anglais les autres slides si vous voulez bien. Voilà, je viens de vous la résumer. Celle-là, est-ce qu'on peut passer? Là, on voit par plateforme sur les 4 dernières années comment elle se comporte. Vous voyez que Facebook continue à supprimer pas mal de choses. Alors là, pour que ça soit bien clair pour oui, nos auditeurs et nos téléspectateurs, on voit la modération. C'est ça, c'est le niveau de modération des propos en ligne. Voilà, pardon, j'aurais dû effectivement clarifier, puisque on pense que c'est déjà une des premières stratégies mises en place avec les plateformes, c'est de leur dire, bon, le discours de haine est maintenant une loi dans beaucoup de pays européens, donc vous devez l'appliquer. Et là, on voit ce qui se passe au niveau de leur retrait.
YouTube stagne et recule un peu, et fait en ce moment profil très bas. Twitter régresse pour des raisons financières. Il faut tenir le coup là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que toutes les plateformes de jeux retirent les discours de haine à 100%. Et c'est un endroit où on regarde peu, mais où sont en fait beaucoup les jeunes. Et du coup, nous, dans un projet de recherche, est-ce qu'on peut voir la slide d'après ? Et les jeunes, on le sait, c'est une vraie problématique, le cyberharcèlement dans l'éducation. On a vu d'ailleurs ces dernières années la mise en place de référents dans les académies, parce que c'est quelque chose qui a pris une ampleur assez importante. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, en France, effectivement, on a des référents qui font partie de ce qu'on appelle le climat scolaire dans les écoles. Et le fait nouveau, enfin le fait plus grave, c'est que maintenant, on est vraiment dans des retombées réelles des menaces et du harcèlement en ligne. C'est-à-dire que le cyberharcèlement est un signe fort d'un harcèlement dans la vie réelle. Et donc, il y a une progression, effectivement, qui rend les chefs d'établissement parfois assez démunis. Et on voit qu'en ligne, eh bien, les jeunes sont assez partagés dans leur... un certain nombre, pratiquement la moitié, rencontrent du discours de haine. Certains, pareil, 48% sont assez optimistes, pensent qu'on peut aller contre, mais 40% pensent que ça devient une habitude. Et peut-être que c'est ça le plus grave, en fait. C'est qu'on s'habitue. Cédric O, on parlait tout à l'heure de la haine envers les politiques. Vous êtes éminemment exposé, vous êtes membre du gouvernement, vous êtes secrétaire d'État en charge du numérique. Forcément, vous êtes beaucoup sur Twitter. Est-ce que, d'abord, vous êtes victime de cette haine et quel est le regard que vous portez par rapport à cette problématique ? Est-ce que j'en suis victime? Forcément un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec certains de mes collègues. Je pense par exemple à quand elle était secrétaire d'État, ce que subissait Sibeth Ndiaye sur les réseaux sociaux, c'était de l'ordre de 10 à 100 fois plus que ce que moi je peux subir. D'une certaine manière, je ne dis pas que je l'excuse ou que ce n'est pas très grave, mais quand vous devenez un politique, vous acceptez en quelque sorte de vous soumettre à la vindicte de vos concitoyens. Je pense que c'est très très différent quand il s'agit de citoyens normaux ou de jeunes homosexuels, de jeunes dont la famille est issue de l'immigration, et qu'on peut, comme cela a été évoqué, terminer dans des drames, des suicides, des tentatives de suicide, etc. etc. Je pense qu'il y a deux sujets qui sont en cause. On parle vraiment de la haine en ligne plus que de la désinformation. Je pense que c'est des sujets un peu différents. On va y arriver juste après. Et on pourra creuser si vous le souhaitez, mais je pense que d'abord, il y a un sujet qui est un sujet pour l'ensemble des pays démocratiques, qui est le sujet de l'efficacité de la répression de la justice, qui se heurte à la question de la viralité et de la massification des contenus, pour lesquels nos institutions n'ont pas été pensées, mais que c'est le sujet le plus compliqué et le plus important pour moi. Parce que il faut quelque part que les gens aient peur de la justice si on veut éviter qu'ils se livrent à toutes les exactions qu'ils vont en ligne. C'est la première chose. Oui, il faut réguler les réseaux sociaux, etc. Mais on a de toute façon un sujet d'effectivité de l'efficacité de la loi. Et deuxième élément, on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine aussi, il y a un sujet autour de certaines plateformes en ce qu'elles sont des très gros accélérateurs de contenu et de la viralité des contenus, qui ont désormais une empreinte dans notre scène démocratique ou sociale, même sociétale, qui en font des agoras publics monopolistiques. On pense à Facebook ou à Twitter, mais à Facebook particulièrement. Et donc il faut là probablement, et c'est ce que nous travaillons notamment au niveau européen, mettre en place un certain nombre de réglementations spécifiques pour prendre en compte le rôle qu'elles jouent d'accélérateur de contenu et de diffusion des contenus problématiques. Alors, c'est évidemment la deuxième partie essentiellement de notre débat. Quelles sont les réponses? Mais avant de verser là-dedans, je me tourne vers Rudi Reichstadt. Vous, votre spécialité, c'est les infox. Est-ce que le tableau, si j'ose dire, est plus reluisant que celui de la haine en ligne? Quand on voit les statistiques que vient de nous proposer Divina Fromex, on n'est pas très, très rassuré. Pas beaucoup plus. Je dirais qu'en matière d'état des lieux, pour appréhender le phénomène de la désinformation, du complotisme singulièrement, on dispose d'un certain nombre de chiffres, puisqu'on a essayé de quantifier, d'approcher de manière très objective ces choses-là. Donc à travers 3 grandes enquêtes d'opinion que nous avons faites avec la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP entre décembre 2017 et mars 2020, eh bien, on peut établir qu'il y a entre 1/5 et 1/4, selon la manière dont on réalise ces études, de la population française
qui est dans une forme d'adhésion à ces théories du complot de manière assez affirmée. Voilà, pour le dire grossièrement aussi. Et d'où viennent qui produit ces infox? Alors d'où viennent-elles? Alors, vous avez tout à fait raison de demander l'origine, parce qu'il y a évidemment, on l'a vu très récemment avec le succès de ce film dont vous avez parlé tout à l'heure, qui n'est pas, comment dire, qui ne tombe pas du ciel, qui est en fait la rencontre d'une demande sociale réelle, tangible, parce que des gens sont prêts à payer pour voir ce film, le financer sur des plateformes de crowdfunding. Donc il y a un véritable intérêt public qui n'est pas artificiel, qui est réel. Et en face, il y a une offre politique, idéologique, de complotisme, qui est assurée depuis maintenant très clairement une bonne quinzaine d'années par des entrepreneurs de politisation conspirationniste qui font un peu d'argent avec ça, mais qui fondamentalement, à mon sens, dont le moteur est quand même idéologique et politique, et qui font un travail métapolitique de préparation de l'opinion parfaitement délétère sur la démocratie, sur la confiance qu'on peut avoir dans les grandes paroles d'autorité, que ce soit celle du gouvernement, celle de l'État en général et de ses différents démembrements et de ses relais, mais aussi la parole de la presse, la parole de la science, de la communauté scientifique. Et on en a vu tous les ravages à la faveur de cette crise sanitaire de 2020. Je crois que 60% des intox sont produites sur le domaine de la santé, c'est ça? Il me semble avoir lu ça. Le domaine de la santé est effectivement très surreprésenté, vous avez tout à fait raison. Après, il y a d'autres domaines dont s'empare la pensée complotiste, la politique nationale, la géopolitique, le racisme international, et puis également, des sujets d'ordre scientifique au-delà de la question stricte de la santé. Mais on voit que ça a des liens directs. On le sait avec l'extrémisme politique, c'est corrélé. On sait que c'est corrélé aussi au refus de la vaccination, au refus d'appliquer les gestes barrières, de porter le masque, etc. Donc ça fait faire des mauvais choix, ces histoires-là. Donc ça a des conséquences très, très, très réelles. Et puis, je dirais que pour le pire, ça facilite la radicalisation. Ça a un rôle, le complotisme, quand même, dans une forme de radicalisation, d'extrémisation de la société, et y compris, sans doute, dans l'économie du terrorisme. C'est-à-dire que lorsqu'on a des sites internet qui, à chaque attentat, et ça s'est encore produit récemment, avec l'assassinat de Samuel Paty, avec ce qui s'est passé à Nice, qui vous explique que ce n'est pas du terrorisme, que tout ça est un false flag, une opération se faudra pour organiser par nos propres services de renseignement, pour intoxiquer l'opinion et, au final, pour faire porter le chapeau, disent-ils, aux musulmans, et donc stigmatiser l'islam et les musulmans, eh bien, ça permet de ramorcer la pompe qui va faire ensuite, la pompe du victimisme, qui va faire de nouvelles recrues ensuite pour la radicalisation et, in fine, pour un certain nombre d'entre eux, le passage à l'acte terroriste. Et là, il y a un enjeu aussi important pour si j'ose dire, la sûreté de l'État, pour le rayonnement de la France, carrément. Hein. David Lacomblette, vous aviez signé au mois de juin, enfin, vous aviez co-signé une tribune dans le Figaro, où vous pointiez justement du doigt cette problématique. Vous disiez notamment que la France était soumise à une désinformation étrangère et qu'il y avait un véritable danger. Expliquez-nous ce que vous vouliez dire par là. Peut-être faut-il rappeler qu'une fake news est avant tout une information manipulée volontairement à des fins idéologiques ou commerciales par des personnes ou des États qui ont intérêt à le faire. Alors c'est vrai qu'avec la crise du Covid depuis le début de l'année, une crise sanitaire qui s'installe dans la durée, qui touche la Terre dans son ensemble, avec un monde sous étuve, qui d'ailleurs s'est informé comme jamais. Plus de la moitié des journaux, des radios, des télés consacraient leurs propos à cette crise. Il n'était pas illogique que les fausses informations attenantes se développent également sur le principal terrain de jeu qui est devenu Internet en matière d'information. Et c'est vrai que le phénomène semble s'amplifier à chaque crise. Souvenez-vous des Gilets jaunes, de Lubrizol il y a un an, et le Covid à présent. Avec une nouvelle donne géostratégique, historiquement, la Russie était maître ès-qualité dans l'art de manipuler l'information, la propaganda, qui était quasiment au rang d'une armée au sein de ce régime. Et ce qu'on a vu avec l'avènement de la crise sanitaire, c'est que la Chine est passée à la manœuvre et que d'autres États totalitaires sont en train d'y venir, parce que c'est un bon moyen finalement d'affirmer son modèle, qui se voudrait efficient et qui vise à cacher ses propres manquements.
Et c'est vrai que si vous regardez les audiences telles qu'elles se sont générées depuis le mois de mars, parmi les 10 comptes les plus influents sur Twitter, par exemple, 3 étaient d'origine étrangère et d'ailleurs se trouvaient souvent en audience devant des médias historiques et traditionnels français. Et c'est en cela que les démocraties, me semble-t-il, sont attaquées. Et comme elles semblent un peu timorées, ça ne fait qu'encourager en fait ces États, parce que si le phénomène est connu et largement partagé, depuis plus de 10 ans, aujourd'hui, il y a eu une conférence internationale sur le sujet à Paris il y a 2 ans de cela. On a l'impression qu'on hésite encore à mettre les moyens pour lutter efficacement contre ce phénomène. Cédric O, la France est trop timorée sur ce sujet, comme le disait David Lacomblède. Je pense que pour une démocratie, c'est toujours très compliqué. Et je ne veux pas faire référence à des débats actuels, mais une partie de la désinformation naît de personnes qui jouent avec les règles actuelles de qui est journaliste ou qui peut être journaliste ou pas, y compris d'ailleurs dans l'interaction et les agissements de certains pays étrangers sur notre territoire. Sachant que le citoyen, lui, il ne fait pas nécessairement forcément la différence. Il ne fait pas la différence. Pour le dire très directement, je pense qu'il y a une responsabilité de l'État, mais que dès lors que l'État, on l'a vu, touche au sujet journalistique et à la sujet de la presse, c'est toujours extrêmement inflammable pour des raisons légitimes et très compréhensibles. Je pense, sans vouloir vous renvoyer le sujet, que le sujet, c'est aussi un sujet pour les médias eux-mêmes, parce que c'est en se jouant des règles de leur liberté que certains réussissent à créer ces sujets de fake news, à les propager, les accélérer, etc., etc. Et que donc je pense que c'est un sujet sociétal plus qu'un sujet gouvernemental. Je pense même que penser que c'est un sujet du gouvernement uniquement serait très problématique, parce que ça voudrait dire que le gouvernement doit rentrer dans la vérité, dans ce qui est vrai, ce qui est faux, qui est un média ou pas, mais que là où je rejoins complètement ce que dit David Lacomblède, c'est que, en tout cas, si on peut partager un constat, c'est que ce que nous faisons collectivement, nos régulations actuellement sont insuffisantes et n'arrêtent pas le problème. Et qu'en tout cas, on voit le toboggan sur lequel nous sommes. Et pour l'instant, on ne voit pas très bien la manière de l'arrêter. Oui, il faut former les gens à l'information, oui, il faut éduquer l'esprit critique, sauf qu'il faut le faire, mais ça prend du temps. Et là, on a une petite situation d'urgence. L'éducation aux médias, Divina Fromex, c'est aussi un champ de votre activité au sein de votre ONG Savoir Devenir. Quel est le chantier prioritaire? Enfin, comment est-ce qu'il faut s'y prendre avec toute l'urgence qu'il y a dans ce dossier? Et qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, dans ce domaine-là? Enfin, vous et la bonne votre nouvelle, c'est qu'on est beaucoup sur ce champ. Alors, l'éducation aux médias, je vous renvoie à ma tribune dans Le Monde d'hier pour vous donner les solutions. Mais on est aussi un outil de réponse rapide. On peut mobiliser les enseignants très vite, en leur donnant des ressources, en leur donnant des plans de cours déjà préparés. C'est ce que font beaucoup d'entre nous. Même si l'éducation, ça se fait sur du long terme. Enfin, oui, quand même, mais si on la rapproche à l'actualité, si on se branche sur la curiosité et les inquiétudes des jeunes qui sont réelles, et qu'on y apporte des réponses, des solutions, qu'on leur montre qu'il y a des outils. Parce que par rapport, il y a 2 ou 3 ans, la grande différence, c'est que les journalistes sont maintenant des outils de vérification. Il y a quelque chose comme 20 instances de fact-checking en Europe et dans le monde qui vous font des banques de données, de debunk, etc., y compris de théories du complot. Donc il y a des outils comme Invid, etc., qui permettent tout de suite de vérifier quand on a l'intuition que c'est faux. Et puis donc des enseignants qu'il faut de plus en plus former, parce qu'il faut effectivement dépasser Samuel Paty et une intervention dans une classe, mais le faire dans toutes les classes. Donc moi, ce que je préconise, évidemment, c'est l'éducation aux médias tout le temps, dès la maternelle. Mais effectivement, ça ne va pas suffire. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que disait M. Cédrico, c'est qu'en France, une partie de notre désarroi, c'est qu'on s'est beaucoup reposé sur l'État. Parce qu'on est un pays descendant, quoi. Et là, la nouveauté, ce qui est intéressant, et ce qu'on voit avec vous, David et Rudy, c'est qu'on peut s'emparer de cette question par le bas,
par des associations, par des tiers de confiance différents, qui sont des donneurs d'alerte, qui font aussi des formations des adultes, parce que quand même, c'est par eux, c'est par les adultes que ça passe, la haine. C'est eux qui ont la mémoire du « c'était mieux avant hein, », et du « la charge de la preuve, c'est sur vous ». C'est pas les jeunes qui ont ces instincts-là. Hein. Donc, je crois qu'il y a un travail au niveau des adultes que nos associations, évidemment, essayent d'atteindre aussi. Hein. C'est moins facile que l'école où on a les 12 millions d'enfants devant nous tous les jours. Hein. Mais il faut aller aussi vers ces adultes. Hein. Et moi, je suis pour qu'on transfère un maximum ce qu'on fait dans les écoles et ces ressources pour les jeunes chez des adultes qui sont juste au même niveau d'immaturité par rapport à l'Internet et au numérique, parce qu'il y a un énorme déficit de culture numérique en France, bon, et dans le reste du monde aussi. C'est un phénomène récent. On se pardonne, mais on avance. Rudi Reichstadt, vous, votre spécialité, c'est le debunking, hein, le fact-checking aussi, comme beaucoup de médias, y compris France Info, le font au quotidien. On a toujours tendance à se demander si c'est vraiment efficace tout ça. Parce que finalement, on s'adresse à des gens qui sont peut-être un peu convaincus de ce qu'on va démonter. Est-ce que ça a un vrai impact ? Je le pense parce que ça permet à ceux à qui on s'adresse en réalité, le grand nombre des indécis, des gens qui peuvent être démunis face à ces fausses informations, justement d'avoir des arguments pour y résister. Donc c'est très important. Moi, le premier, je suis consommateur de ces sites de fact-checking. Ça me permet de vérifier rapidement, en un clin d'œil, certaines informations, etc. Et ça me mâche le travail d'une certaine manière, très souvent. Là où il y a toute une riposte à penser, c'est que le fact-checking, c'est le premier étage de la fusée. Après, il y a le debunking, c'est de montrer par où est passée la fausse information, cette théorie du complot, qui l'a mise en circulation, avec quel but, dans quel intérêt, de retourner contre les complotistes, par exemple. La grande question rhétorique des complotistes, à qui tout ça profite-t-il ? À qui profite cette désinformation ? Et ensuite, je crois qu'il y a tout un travail d'anticipation à faire. On joue aux échecs, c'est une guerre de l'information. Donc, essayons d'anticiper le coup d'après, et même les 3 coups d'après. Ça, c'est ce qu'on appelle de plus en plus, mais je parle sous votre contrôle, le pré-bunking. C'est-à-dire, on documente tous ces phénomènes, et lorsque la fausse information arrive, on est capable de réagir très très vite pour l'éteindre quasiment au moment de son énonciation. Absolument, hein. C'est ce qui permet, par exemple, aux États-Unis, on a pu anticiper ce qui se passait. On a vu le moment où les fake news de Trump étaient en train de se blanchir dans l'opinion publique et dans les médias mainstream. Ils s'y sont pris 2 ans à l'avance. Bon, ben voilà. Une fois qu'on sait qu'il y a 4 étapes dans la mise en place des fakes, on peut il faut pas laisser l'incendie en fait voilà. se propager. Au-delà du fact-checking et du debunking, il y a tout un débat aujourd'hui, vous en avez déjà parlé, Cédric O, autour évidemment de la responsabilité des plateformes, parce qu'on l'a vu avec Rudi Reichstadt, qui produit ces contenus, mais ces contenus sont distillés par des grandes plateformes, la plupart du temps, et en tout cas de manière virale, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est Instagram, qui ont une responsabilité aussi. Elles en sont où les discussions que vous avez avec ces structures pour essayer d'obtenir plus de responsabilité et de modération de leur part ? Alors peut-être revenir un mot sur les problèmes qu'elle pose. Elle pose, je pense, des problèmes de 2 ordres, ce sont des problèmes d'accélération et de silo. Pour plein de raisons, les contenus complotistes plaisent énormément, pour des raisons notamment psychanalytiques, etc. Et donc, elles vont avoir tendance, de manière automatique, à accélérer ces contenus parce que naturellement, ils plaisent beaucoup. Et donc, plus un contenu plaît, plus on le diffuse, plus il plaît, et plus il se répand. Et comme elles sont sur un modèle économique de diffusion et de maximisation de l'attention, en tout cas de la captation de l'attention, elles peuvent les accélérer. Premier élément. Et le deuxième élément, c'est un élément de silo. Vous aimez, j'en sais rien, les cakes à la carotte. Vous allez regarder une vidéo de cake à la carotte. On va vous proposer d'autres vidéos de cake à la carotte. C'est très bien, ça ne pose pas beaucoup de problèmes à la société, sauf que si vous commencez à aimer les complots sur le 11 septembre et qu'on vous repropose d'autres complots sur le 11 septembre, en fait, vous auto-confirmez la folie dans laquelle vous tournez. Et donc, c'est ces 2 sujets qu'il faut attaquer. Elle tente de s'y attaquer plus ou moins bien et avec plus ou moins de bonne volonté. Le fond du sujet, c'est que, il serait quand même utile que la puissance publique sache exactement comment ça se passe, ce qui se passe et quelle est la quantification du sujet. Et vous arrivez à le savoir, vous ? Parce que nous, médias, quand on interroge Facebook, on ne connaît pas les algorithmes, c'est complètement secret. Effectivement, aujourd'hui non. Et puis qu'on puisse modérer, ou en tout cas exiger que leur modération, soit des modifications de leur algorithme, soit que leur système de modération soit efficace. C'est ce qui est au cœur du prochain texte qui doit être présenté.
au niveau de l'Union européenne début décembre, donc le petit nom est le Digital Services Act, qui est ce sujet des obligations de moyens pour le nom technique imposé aux très grandes plateformes, qui commence par la transparence pour qu'on puisse au moins comprendre ce qui s'y passe et quels sont les moyens qu'elles mettent en œuvre, et qui doit se prolonger par une capacité de la puissance publique à superviser leurs opérations de modération et leurs algorithmes. Ça, c'est une première réponse. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une réponse, j'allais dire, législative? Les producteurs d'Infox, notamment les gens qui tiennent des blogs, qui ne sont pas forcément des journalistes encartés, qui sont parfois très très lus, qui ont une grosse audience, est-ce qu'on ne pourrait pas décider de légiférer contre eux, de les poursuivre? Enfin, quel est Rudi Reichstadt, quelle est la loi, elle dit quoi aujourd'hui? Non, mais en fait, la loi dit rien aujourd'hui, simplement que lorsqu'ils se rendent responsables, par exemple, de provocation à la haine, ils tombent sous le coup de la loi. Elle existe déjà. Bon. Le problème auquel on est confronté, c'est qu'on est dans une très forte asymétrie entre les médias professionnels classiques, qui sont tenus à un certain nombre d'obligations, y compris légales, et des médias de fait, tenus parfois par des youtubeurs, qui monétisent leur chaîne YouTube, qui font de l'argent avec ça, qui en vivent. Le film Conspiration dont vous avez parlé tout à l'heure, il a levé des centaines de milliers d'euros sur Internet, sur des plateformes de crowdfunding. Donc ça engage la responsabilité de ces auteurs, au-delà de la question des plateformes. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils bénéficient d'une sorte de privilège d'extraterritorialité qui fait qu'ils ne sont jamais responsables et comptables de ce qu'ils mettent en circulation, et y compris des idées dangereuses qui pourraient être susceptibles de troubler l'ordre public. Nous, ce qu'on dit, c'est ouvrons le droit à des associations, le 1901, qui ont dans leur statut la défense de l'information, la lutte contre la manipulation de l'information, contre le complotisme, etc., de se constituer partie civile pour simplement porter devant un tribunal, sur le fondement de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, les manquements à la déontologie, le fait de lancer dans l'espace public des accusations qui peuvent être très graves et encourager des gens éventuellement à avoir des comportements violents ou des comportements dangereux, parce qu'il n'est pas normal que tous ces auteurs complotistes ne rendent jamais aucun compte. Voilà. David Lacomblède, la Villa Numéris, elle aussi est prête à se porter partie civile dans le même objectif que Conspiracy Watch? Dans ce qui est devenu une véritable guerre informationnelle, effectivement, il s'agit de se doter d'une doctrine et de mettre en place des actions et de changer de braquet. Parce que, comme on disait, si on n'est que dans une phase descendante, elle va apparaître très vite comme condescendante de la part des citoyens. Si on ne fait monter que les médias sur du fact-checking, qu'ils font très bien, et c'est leur apanage, néanmoins ils seront limités à un moment à un manque de moyens, parce que leurs ressources humaines évoluera toujours moins vite que le flot d'informations. Et en plus, on prend une difficulté majeure, c'est qu'en mettant des médias en avant, on aura du mal à accuser d'autres États de mettre leurs propres médias en avant, et donc on étatise en quelque forme le média et on devient soi-même suspect. C'est pour ça que nous, on prône la création d'une agence indépendante, qu'elle soit portée par la société civile, par des associations, mais pour porter une véritable riposte, certes dans le respect des valeurs démocratiques, ça commence par la liberté d'expression, mais pour signaler les cas, pour pointer du doigt ceux qui disent n'importe quoi et qui le relaient. Il n'y a pas de raison que des actrices très connues, sous couvert de leur audience, puissent relayer des thèses farfelues. Il suffit de le dire aussi à un moment. Et c'est vrai qu'une telle agence pourrait avoir des prérogatives en matière de veille, d'analyse, d'investigation, d'interpellation des réseaux sociaux, d'intervention juridique et de diffusion de contenu. En quelque sorte, il faut aller prendre les manipulateurs de l'information à leur propre jeu, me semble-t-il. Cédric O, cette idée de création d'une agence qui, pourquoi pas, serait financée par une partie par des aides publiques, vous en pensez quoi? On a l'Observatoire de la haine en ligne, mais qui n'a rien à voir, hein, qui est sauf erreur de ma part, c'est plus un observatoire qui a été créé sous l'égide de la loi Avia, auquel je crois vous participez d'ailleurs tous les deux, Divina et Rudy. Pour l'instant, c'est juste un observatoire. Il n'a pas de vocation répréhensive, contrairement à cette idée qui est soumise. Je trouve l'idée très intéressante. Je ne suis pas totalement certain qu'elle soit complètement favorablement accueillie du côté journalistique, puisqu'on va retomber toujours sur le même sujet. Qui décide qui a le droit d'ester en justice?
Si c'est l'État qui décide que telle ou telle association a le droit d'ester en justice, je pense que ça posera un problème aux journalistes. Parce que ça veut dire qu'on va donner le pouvoir à certains de les traduire devant les tribunaux de manière privilégiée. Mais pourquoi pas ? Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on ait le débat. C'est-à-dire que, en tout cas, si le monde journalistique estime que ce n'est pas la bonne solution, alors il faut que lui propose des solutions pour faire en sorte qu'on réussisse à endiguer ce qui est en train de se passer. Parce que, on le disait tout à l'heure, le fact-checking, c'est indispensable. Mais ça ne suffit pas. Et on voit bien que, malgré tout le travail exceptionnel qui est fait par un certain nombre de médias, le toboggan il continue à tomber dans le même sens. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un sujet important. Mais juste, nous sommes un média, nous sommes un service de presse en ligne, édité par une association à but non lucratif. Donc, on est en plein dans ce schéma-là. Donc, voilà, c'est une proposition lancée. Divina Fromeck, vous vouliez réagir? Non, je disais, il y a plusieurs choses qui arrivent. Bon, il y a déjà au niveau européen, et je pense que la France ne peut pas agir seule. Dans un système transfrontière comme ça, on est trop petit, quoi, en quelque sorte, hein, même si on a intérêt à garder notre souveraineté. Mais il y a déjà cet observatoire donc, du code de conduite qu'on a obtenu, hein, et on voit, contrairement à ce que les plateformes disent, qu'elles peuvent être super efficaces quand on les mandate, hein, parce que Facebook enlève 70% à peu près des contenus qui lui sont signalés. Hein. Il en laisse environ 25%, voilà, parce que de double vérification, ok, c'est moins grave que ça n'y paraît. Hein, donc, et il peut faire ça en 24 heures. Donc là, ils ont des moyens à mettre, hein, et je crois que c'est vraiment vers eux qu'il faut se retourner tous un peu collectivement en disant vous êtes de facto un espace public, mais vous avez un statut commercial et vous êtes hors régulation. Donc c'est juste pas possible. Il y a un moment donné, il faut que vous reveniez dans le giron de ce que c'est que le vivre ensemble en démocratie. Et donc, si vous voulez faire partie du débat public, il faut que vous ayez aussi des obligations de service public. Alors, voilà. Et ça, c'est ce qu'on a fait à tous les médias. À chaque moment, la radio, la télévision, etc., il y a eu des débats qui ont fait qu'on leur a mis des obligations de service public. Eh bien, en ce moment, ils n'en ont aucune. C'est quand même grave. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut négocier avec les Américains. Parce que tant que ces plateformes sont de droit américain, elles sont protégées par la loi de 96 des télécoms et dont rien ne va bouger. Et on voit bien que les Américains se rendent compte du problème eux-mêmes en ce moment, hein, et que le risque qui leur arrive, c'est qu'on les mette sous le coup des lois antitrust et qu'on les casse. Peut-être que, Cédrico, peut-être qu'on va être plus fort du coup avec la réponse européenne dont vous parliez tout à l'heure. Là, c'est l'Europe qui s'attaque et qui met devant ses responsabilités des plateformes américaines. On peut espérer. Je pense que ce qui va être présenté début décembre a des chances d'être effectivement un excellent pas dans la bonne direction. Je pense qu'on pose les premières briques de la régulation du secteur. Je pense que ce n'est très loin d'être la fin de l'histoire. De toute façon, oui, les réponses, elles sont multiples. On l'a bien compris en vous entendant. Et surtout, c'est un domaine extrêmement compliqué dans lequel aucun pays démocratique n'a réussi à régler. Je rappelle que les seuls qui maîtrisent vraiment ce qui se passe sur leur espace Internet, ça reste quand même les Chinois et les pays non démocratiques. Donc, c'est l'ampleur du sujet. Il n'y a pas un pays démocratique, que ce soit en Occident ou ailleurs, qui a réussi à régler ce sujet. Donc, il y a des choses extrêmement importantes qui arrivent. La France a été énormément à l'initiative sur cette régulation-là, mais je pense que c'est un sujet qui va encore nous occuper pendant très longtemps. Effectivement. Alors, on arrive presque au terme de cette table ronde. J'ai une question qui nous arrive par Internet. Peut-être, Divina Fromeck, vous allez répondre. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une question autour de l'éducation aux médias, une question très pratique. Aujourd'hui, un citoyen qui est complètement démuni par rapport à ça, à quelle porte peut-il aller frapper? Il y a le Clémy, qui est un partenaire de Médias en Scène. Mais il n'y a pas que le Clémy. Hein. Si on est enseignant, si on est étudiant, si on a envie de... Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on trouve... Donnez-nous comme ça 2-3 clés intéressantes et importantes, je ne sais pas, des sites internet. Rudy Reichstadt peut aussi compléter le propos, mais... Combien tu me donnes? Non, alors la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on est très riche. On est très riche en ressources, on est très riche en associations qui se sont mobilisées depuis longtemps là-dessus. Donc, pour en dire quelques-unes, la Ligue de l'enseignement, hein, qui a des chapitres partout régionaux, hein, vraiment dans les plus bas niveaux, hein, de la gouvernance. Hein. Les CMEA, par exemple, qui font un énorme travail de fond avec des ressources très pratiques, très plaisantes, etc. Bon,
mon ONG, hein, qui essaie de travailler avec toutes celles-ci, une dimension recherche plus marquée. Hein. Savoir on essaye devenir, d'être, voilà, savoir devenir, savoir se projeter dans le numérique, c'est ça que ça veut dire. Hein. S'emparer, ne pas avoir peur. Hein. Et donc, prendre des risques, pas des dangers. Vous voyez, c'est un petit peu la différence. Hein. Et puis, bien sûr, travailler avec des associations hein, comme la Villa Numéris, comme vous. Hein. Donc, il faut simplement le faire connaître davantage. Peut-être que l'État, le gouvernement ou cette agence hein, pourrait faire monter davantage ça sur un portail hein, où on met en avant toutes ces ressources parce qu'elles sont très accessible. C'est vraiment l'énorme travail qu'on a fait, c'est de rendre ça agréable, drôle, d'enlever, si vous voulez, hein, l'espèce d'angoisse qui fait que ça fait que les cœurs s'étreignent et qu'on ne pense plus qu'on peut agir. Hein. On est en capacité d'agir. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils précieux et cette information. Donc, c'est presque un scoop, hein. En tout cas c'est une petite révélation. Début décembre, donc un texte va être proposé qui va obliger, vous avez compris, à les plateformes importantes à mettre des moyens pour réguler, pour modérer davantage à la fois la haine et les infox. Révélation de Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique, l'un des invités de cette table ronde, avec Rudi Reichstadt, président fondateur de Conspiracy Watch, Divina Fromex, professeur à la Sorbonne Nouvelle et présidente de l'ONG Savoir Devenir, et David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Merci à tous les quatre. Le festival Média en scène continue dans un instant.